L'invité politique de ce matin, c'est Emmanuel Cos. Bonjour. Bonjour. Ministre du Logement et de l'Habitat durable. On va commencer avec l'encadrement des loyers qui fête son premier anniversaire. C'est Cécile Duflot qui l'a porté ce projet. Elle l'avait bien bossé ou pas ce projet ? Évidemment, c'était un engagement du président de la République en 2012. C'était aussi une mesure qui était portée par les écologistes depuis très longtemps, qui avait été défendue par l'ancien maire de Paris. C'est ce qui a permis que cette disposition soit votée par l'ensemble de la gauche dans la loi Allure. Et donc, ça a été mis en place il y a un an à Paris. C'est effectif depuis le 1er août 2015. On fête le premier anniversaire et on se rend compte que c'est un effet positif. Alors justement, un succès concret en chiffres, ça donne quoi ? Ça veut déjà dire qu'il y a 30% des nouveaux emménagés à Paris qui ont bénéficié de l'encadrement des loyers, donc avec des loyers qui n'ont pas augmenté sans contrôle, ils ont été régulés. C'est une mesure qui va évidemment prendre toute son application sur la durée, puisque c'est au cours du renouvellement des bails que cette mesure va s'appliquer. Mais on se rend compte que ça a permis déjà de décélérer l'augmentation des prix sur Paris. Et en plus, ça a mis de la transparence. Et je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'avec l'encadrement des loyers, quand vous habitez Paris, vous pouvez maintenant aller sur un site que j'ai ouvert la semaine dernière, encadrementdesloyers.gouv.fr, et vous pouvez voir si votre loyer est bien dans les fourchettes de prix liées à l'encadrement des loyers. Alors justement, les locataires, eux, ils sont heureux, un peu moins sûrement les propriétaires. 42% des propriétaires ne respectent pas encore les plafonds. Je crois qu'il faut dire deux choses. Ouais. Déjà, à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes, les loyers ont augmenté très fortement ces 15 dernières années. Ça a créé des effets pervers terribles. Peut-être que des propriétaires y ont vu un avantage tout de suite, mais aussi beaucoup ont vu qu'à un moment, il y avait plus de logements vacants, ils avaient plus de mal à louer leurs biens parce que les prix étaient trop élevés. Donc l'encadrement des loyers, il permet de remettre de la régulation. Et c'est au bénéfice du locataire, mais aussi du propriétaire, parce que le locataire, de fait, paye aussi son loyer plus correctement. Maintenant, il faut que tout le monde mette en œuvre cette règle et on a vu en effet dans plusieurs enquêtes sur des annonces immobilières que les propriétaires n'avaient pas encore toujours respecté l'encadrement des loyers. Moi je crois quand même que cette mesure va s'appliquer de mieux en mieux. Les professionnels de l'immobilier nous aident en disant notamment aux propriétaires qu'ils doivent respecter les choses. Et puis on va faire des contrôles. On fera aussi des contrôles, on en a déjà fait, pour rappeler cette application. Intensifié justement ces contrôles ? Ça va être intensifié, mais vous savez, c'est aussi le locataire, mais aussi les autres propriétaires qui à un moment peuvent aussi redire à une agence, écoutez, cette annonce à côté, elle ne respecte pas l'encadrement des loyers et c'est de la concurrence déloyale. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Cette loi, elle s'applique, elle est mise en œuvre et elle permet de réguler les loyers et aussi parfois de régler des conflits entre locataires et propriétaires. La grande nouveauté, c'est aussi qu'après Paris Intramuros, le dispositif va être étendu à quelques 400 communes d'Île-de-France. C'est pour 2018, je crois. Alors tout d'abord, ça va être étendu à Lille. Lille, à la fin de l'année, les loyers seront encadrés puisque c'est la deuxième ville qui s'est engagée dans ce processus. Ensuite, nous avons élargi la mise en place de l'encadrement des loyers à l'agglomération parisienne. Donc en effet, c'est 412 communes qui vont être concernées, mais ça ne sera pas avant 2018 parce qu'il faut au moins 1 an et demi à 2 ans pour constituer la base qui permet de fixer le niveau des loyers sur l'ensemble de ce territoire qui est très vaste. Il y a aussi d'autres villes qui se sont engagées dans cette démarche. Grenoble a débuté en janvier l'observation de ces loyers et je pense pourra encadrer d'ici 1 an et demi également. Autre sujet important de ce matin, ce sont les HLM, les habitations à loyer modéré, destinées donc aux plus petits revenus. L'Office des HLM de Puteaux a été condamné par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Sanction approuvée, signée par votre ministère. Qu'est-ce qui se passe à Puteaux ? Alors aujourd'hui, tous les organismes HLM qui bénéficient de fonds publics font l'objet de contrôle. C'est le rôle de l'ANCOLS, donc l'Agence nationale de contrôle du logement social. Et l'Office de Puteaux a été contrôlé sur sa manière de faire. Il y a une sanction inédite, plus d'1 million d'euros, que j'ai signée hier soir, parce que l'Office HLM de Puteaux a dérogé à 3 règles. Sur l'attribution des logements. Il y a des logements qui devaient être attribués par l'État et il ne nous a pas signalé que ces logements étaient vacants et les a gardés pour lui. Deuxièmement, il n'a pas appliqué le surloyer pour les ménages qui ont des revenus très élevés par rapport à ce qui est demandé dans les plafonds HLM. Mais surtout, et c'est ce qui explique cette sanction inédite, c'est que cet office HLM a commis une faute de gestion grave. Donc c'est extrêmement grave d'un point de vue pénal, en construisant un parking commercial qu'il a voulu revendre à la ville. Et là, on est totalement hors de l'objet d'un organisme HLM. C'est ce qui explique la sévérité du contrôle. Vous le dites, 1 million d'euros, ça a été contrôlé par hasard ?
Ah non, vous savez, vous pouvez aller voir sur le site de l'Ancols. Cette année, on a contrôlé une cinquantaine d'organismes de logements sociaux, même un peu plus. C'est l'Ancols qui est saisi et qui se saisit d'un certain nombre de pourcents d'organismes dans toutes les régions. Et en fait, l'objectif, c'est aussi que tous ces organismes soient saisis au fur et à mesure. Et pour eux, vous savez, c'est très utile, hein. Ces contrôles permettent souvent, d'une part, de valider leur gestion, voir s'il y a des difficultés, aussi d'avoir des conseils de réorganisation. Autre point important, peut-on encore bénéficier aujourd'hui d'un HLM et gagner confortablement sa vie? Apparemment oui, c'était l'enquête du Parisien aujourd'hui en France d'hier. Votre réponse? C'est plus compliqué que ça, parce que j'ai lu évidemment l'enquête du Parisien. Les logements HLM, vous y rentrez avec un certain revenu. Il y a 3 catégories de logements HLM. Il faut rappeler qu'il y a plus de 65% de la population française qui est éligible à un logement HLM. Ce qui est prévu, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, le surloyer, le supplément de loyer. Quand vos revenus ont augmenté, il y a un moment où, en effet, vous pouvez, par exemple, avoir un surloyer parce que vos revenus sont très élevés. Et ce qui est prévu dans la loi, c'est qu'au-delà d'une augmentation très substantielle, vous devez sortir de votre logement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, c'est appliqué aujourd'hui, mais par ailleurs, moi j'ai souhaité, dans la loi égalité-citoyenneté qui a été présentée à l'Assemblée nationale en juillet, renforcer ces mesures pour mettre de l'équité. Il faut faire attention, aujourd'hui, le supplément de loyer, ça concerne à peu près 5000 locataires sur plus de 1,5 million locataires de logements HLM. Donc c'est une toute petite minorité. Les offices de logement social l'appliquent, mais la question est de savoir, est-ce qu'on l'applique à d'autres logements et notamment à des logements qu'on appelle des PLI, qui sont notamment des logements qui sont présents à Paris et qui logent des personnes avec des hauts revenus. Vous annoncez également 3000 places en plus dans les centres d'accueil pour les migrants. Vous avez aussi mis en place une charte de fonctionnement de ces centres d'accueil en lien avec le ministère de l'Intérieur. 3000 places pour quand ? 3000 places là, maintenant. C'est concret déjà ? Il faut dire les choses très, très clairement. Ouais. Depuis 1 an, avec le ministère de l'Intérieur, il y a des opérations dites de mise à l'abri, où l'ensemble des personnes qui arrivent sur notre territoire vont dans des centres d'accueil et d'orientation, les CAO, ce qui explique cette charte où nous avons mis en place un fonctionnement pour être sûr de l'accueil et de la qualité de l'accueil social qui est fait dans ces centres. L'objectif de la mise à l'abri, c'est que ces personnes fassent leur demande d'asile en France et donc rentrent dans le chemin du droit et donc restent en France et s'intègrent. Et pourquoi est-ce que nous avons demandé à créer 3000 places supplémentaires ? Parce qu'il y a un afflux régulier, on le voit notamment à Paris, de places. Et donc nous avons là déjà créé plus de 500 places ces dernières semaines. Nous allons encore en avoir ce mois-ci et dans les autres mois. Et on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, et notamment beaucoup de Parisiens le voient, mais aussi des habitants de Calais, il y a des personnes qui arrivent sur notre territoire et qui en fait vont rester là. Elles sont au bout de leur chemin de l'exil. Et c'est pour nous très important qu'elles s'inscrivent dans le droit et que donc elles fassent leur demande d'asile en France. Emmanuelle Ecosse, comment vous, ministre du Logement, vous pourriez aider aussi les sans-abri ? Mais les sans-abri, nous les aidons tous les jours. Et je vais vous dire une chose. En 2012, il y avait 80 000 places d'hébergement d'urgence en France. Aujourd'hui, il y en a 115 000. Mais c'est encore insuffisant. Il y en a 115 000. Mais c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant. Et je peux vous dire aussi que moi, je ne fais pas de concurrence des publics. J'ai vu hier les attaques très fortes de l'extrême droite à mon encontre et à celle de Bernard Cazeneuve sur ce sujet. Mais la réalité, c'est que l'État n'a jamais été autant mobilisé contre la précarité, et notamment des personnes qui sont à la rue. Il y a tous les soirs, je le redis en France, 115 000 places pérennes, ce qui est inédit pour loger des gens en urgence dans tout le territoire, en particulier en Ile-de-France. Il faut faire plus, mais ce n'est pas simplement des places d'hébergement. Je peux vous dire, j'étais encore la semaine dernière dans un centre d'accueil de SDF à Paris, notamment pour discuter avec eux. Ce n'est pas simplement le logement, c'est comment ils se réinsèrent dans un parcours de vie social, d'avoir accès à leurs droits et par exemple leur papier d'identité, d'avoir accès aux soins et aussi de retrouver un lien social, une relation avec leur famille. Et c'est quelque chose de très fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore demain, je vais aller discuter encore avec des agents de la RATP qui s'occupent notamment des SDF à Paris durant l'été. Et il faut être très clair. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous faisons beaucoup pour l'accueil des migrants que nous ne faisons pas pour d'autres publics. Moi, je m'occupe des SDF, des personnes âgées, des personnes victimes des inondations comme il y a 2 mois, des étudiants, des familles qui ont besoin de se loger. Et je pense que c'est un débat très malsain qu'entretient certains partis, notamment l'extrême droite, sur ce sujet. Autre sujet, la présidentielle. Ce matin, je voulais en parler avec vous. François Hollande, c'est le meilleur candidat pour 2017 ? Écoutez, déjà, François Hollande n'est pas candidat aujourd'hui. Il le sera. Et vous le savez, ça, c'est à lui qu'il faut le demander. Et ce serait le meilleur ? Je ne suis pas sa porte-parole. Je pense qu'aujourd'hui, la question de savoir comment est-ce que la gauche, quels sont les moyens de gagner cette élection, mais surtout,
Et au-delà de la question de quel est le meilleur candidat, moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que l'on propose aux Français pour leur avenir. Je vois aujourd'hui le spectacle absolument déplorable qui est fait par la droite, en particulier dans cette période qui est très dure. Et qui est très dur parce qu'il faut beaucoup de raison et de calme quand on est attaqué, comme nous le sommes aujourd'hui sur les questions terroristes. Et je crois que ce qui est très important dans les mois qui viennent, c'est évidemment de continuer à se mobiliser pour la vie quotidienne des Français. Moi, c'est ce que je fais sur le logement et je vais le continuer. Mais par ailleurs aussi de préparer l'avenir. C'est quoi notre monde dans 10 ans? Ça va être quoi l'Europe dans 10 ans? Et avec le Brexit, je pense que c'est un débat très important. Quel est l'avenir pour notre jeunesse en termes d'emploi, de formation, en termes aussi de solidarité? Et c'est ça, à mon avis, que devra porter le candidat de la gauche pour 2017. Parlons un peu d'Europe Écologie et les Verts. On dit que les caisses du parti sont vides, qu'il y aurait même un gros problème de financement pour la présidentielle. Vous dites, on voit un petit parti organiser une petite primaire. Comme vous le savez... C'est compliqué. Non, mais moi, je ne vais pas commenter le présent et le futur de ce parti qui a voulu m'exclure, alors que je crois que j'ai très bien porté... Mais vous avez un regard. J'ai un regard, je suis évidemment déçue et je trouve ça absolument... Le départ de Nicolas Hulot, c'était la goutte d'eau. Mais ça, c'est autre chose. Nicolas Hulot, déjà, n'est pas membre d'Europe Écologie Les Verts. Mais c'était Nicolas Hulot, Nicolas Hulot c'est une voix de l'écologie, mais c'est aussi une voix de la politique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'écologie et il l'a fait d'ailleurs sans tabou, sans posture. Et je pense que beaucoup auraient à apprendre de la manière dont il a fait. Après, il a fait le choix, il y a quelque temps, de ne pas se lancer dans la présidentielle. Moi, je pense que Nicolas Hulot sera présent dans le débat politique des mois qui viennent. On a besoin de lui, c'est très clair. Mais la primaire, c'est une mauvaise idée. Mais la question, ce n'est pas une primaire ou une question présidentielle. Primaire ouverte. Je pense qu'il faut voir ça. Après, aujourd'hui, l'écologie ne se résume pas à ce parti. Moi, je suis écologiste. Je fais tous les jours de l'écologie. Je rencontre tous les jours aussi des tas de personnes. Cécile Duflot, ce serait la meilleure candidate? Mais vous savez, la question, ce n'est pas des personnes. Aujourd'hui, l'écologie... Non, je vais vous dire les choses. Quand on va à la présidentielle, c'est incarné par une personne. Oui, mais justement, moi, je crois que la question n'est pas qu'une question de personne. Quand on fait de l'écologie, c'est des actes. Quand, notamment à ma place... Mais vous le savez, il faut aussi savoir séduire. Mais ce n'est pas ça le sujet. Je suis désolée. Aujourd'hui, l'écologie, ce dont elle a besoin, ce sont des actes très concrets. C'est la fermeture de Fessenheim et je m'y engage. C'est la loi sur la biodiversité avec Barbara Pompili. C'est la rénovation des logements, ce que je fais aujourd'hui. Et je peux vous dire, c'est ça l'écologie. Il faut arrêter de penser que c'est une personne. Mais ça, c'est valable d'ailleurs pour plein d'autres sujets. Arrêtez de penser que c'est une personne qui incarne tout. Il faut des actes. Et le problème des écologistes pendant longtemps, c'est qu'ils ont plutôt privilégié les personnes aux actes. Non, moi je ne crois pas ça. Je vous le dis franchement, je ne crois pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est aussi que tous les écologistes qui sont éparpillés dans des tas de formations politiques, voire dans aucune formation politique, soient présents dans la politique en action. L'écologie des solutions, ce n'est pas simplement un slogan, ça doit être des actes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis rentrée au gouvernement. C'est aussi pour porter ces actes-là au gouvernement et pour avoir ce dialogue constant avec François Hollande. Non. Pas une seule seconde. Je ne l'ai jamais regretté, je peux vous dire, y compris dans mes actions quotidiennes, quand je suis à la rencontre des Français. J'étais la semaine dernière voir des Français en Seine-et-Marne qui avaient été inondés, où on faisait un bilan de l'action de l'État, de l'action des collectivités locales un mois plus tard. Je suis heureuse de pouvoir les aider, de pouvoir répondre à leurs besoins et aussi de contribuer à la politique française. Vous avez aujourd'hui, vous le savez, dans l'économie, on a des très bons chiffres sur la construction. C'est lié à des mesures qui ont été prises. Et moi, je peux vous dire que moi, je suis très heureuse de contribuer à cette réussite. Justement, l'économie. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, refait la une du Figaro ce matin. Sa grande marche a pris fin dimanche. Vous ne parlez pas d'économie, vous me parlez d'Emmanuel Macron. 100 000 conversations, il incarne l'économie. Il dit cette phrase, « Nous avons gagné le droit d'être entendus ». Alors on va arrêter de jouer avec les mots, il est pleinement candidat pour 2017. Est-ce qu'il doit quitter le gouvernement? Mais alors sincèrement, déjà, vous me parlez d'économie, en fait vous me parlez d'Emmanuel Macron, vous poserez la question à Emmanuel Macron. Enfin, mais est-ce qu'il doit quitter le gouvernement? Mais ce n'est pas mon sujet, moi je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron a dans la tête. Vous savez ce que dit Christian Paul? Il n'est pas ministre à 100%. Je ne sais pas ce qu'il dit. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'un ministre doit être engagé à fond dans son combat, dans son action. Et en tout cas, c'est ce que je fais. Et je pense que la question que vous me posez, elle relève du choix du président de la République. Mais vous avez aussi un avis. Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour vous, est ministre à 100%? Ah oui, oui. Christian Paul le dit ouvertement, il n'est pas ministre. Vous savez, moi, je pense qu'Emmanuel Macron est ministre à 100% et qu'après, il veut défendre un certain nombre d'idées. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour lui, c'est de défendre l'économie de l'avenir. L'économie de l'avenir, c'est comment on va tourner l'économie
l'économie vers la transition énergétique, comment on va défendre les énergies renouvelables face au nucléaire, comment on va aider des entreprises innovantes. Et me semble-t-il, c'est aujourd'hui cela les combats importants pour Emmanuel Macron. Un dernier mot, la justice classe sans suite l'affaire Barbarin. Le cardinal ne sera donc pas poursuivi pour non-dénonciation d'abus sexuels par le père Bernard Prénat. Une surprise ? Non, j'ai lu, comme vous, les retours qui ont été faits par le parquet de Lyon. Moi, je n'ai pas à commenter cela. Objectivement, en plus, je ne connais absolument pas le fond de l'affaire. Selon le parquet, la prescription, la non-dénonciation n'est pas avérée, mais je n'ai vraiment pas à commenter. Et puis, en un mot également, l'affaire Adama Traoré, ce jeune homme décédé à Beaumont-sur-Oise. Hier, invité de cette matinale, Ramayad disait Manuel Valls et Bernard Cazeneuve doivent intervenir. Ils n'ont encore rien dit. Est-ce qu'ils doivent prendre la parole ? Je pense qu'il faut faire attention avec ce type de questions parce qu'aujourd'hui, il y a une enquête. Et y compris, je pense que si un ministre intervenait pendant cette enquête, il y a eu 2 autopsies, il y a aujourd'hui une enquête. Troisième refusé. Troisième refusé, mais me semble-t-il, si un ministre intervenait, on pourrait aussi laisser entendre que le pouvoir politique se mêle d'une enquête. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le parquet enquête, fasse toute la transparence sur ce qui s'est passé et donc aussi entendre toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Il y a une colère très forte. Et elle est là parce qu'en fait, personne ne sait ce qui s'est passé. On va se l'entendre. Oui. Mais je pense que tout le monde entend quand il y a un jeune qui décède, quelles que soient les circonstances. Personne ne se satisfait de la mort d'un jeune homme, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que les enquêtes aillent au bout. Et y compris, il faut entendre de manière paisible la colère de ces familles et de ces victimes qui demandent en fait simplement la vérité.